Conakry, 15 mars 2016, au sommaire, le ministre d'État en charge de la justice est à New York aux États-Unis. Il s'est entretenu avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargé des questions de violence sexuelle. Le dossier du 28 septembre a été évoqué. La médecine guinéenne a fait du progrès avec la première intervention chirurgicale de prothèse de hanche. L'opération concerne les jeunes drépanocytaires. 48 patients sont dans l'attente. Sangaréa, dans la dynamique de développement, ses habitants sont résolument engagés dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret D 2016-057 PRG-SGG portant nomination d'un préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Ibrahima Khalil Keïta, précédemment vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est nommé préfet de Séguiri en remplacement de monsieur Cheikh Diallo, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 15 mars 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. L'autre temps fort de cette édition, vous le savez déjà, la Guinée passe sa 6e et 7e revue avec succès au FMI. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international approuve également un décaissement de 25,6 millions de dollars. C'est une bonne nouvelle, nous y reviendrons. Le président de la République a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Japon en Guinée. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération, surtout dans le domaine de la santé. Salassi Keïta revient sur les temps forts de cet entretien. L'ambassadeur du Japon en Guinée, reçu en audience par le président de la République. Deux sujets importants sont au menu de ces discussions entre professeur Alpha Condé et Issa Noubou Hassama. Une lettre d'invitation du Premier ministre Shinzo Abe au président Alpha Condé et la coopération entre la Guinée et le pays du soleil levant dans le domaine de la santé. Il y a deux objectifs de cette visite de l'ambassade du Japon. D'abord, le premier objectif, c'est de transmettre une lettre de l'invitation de la part du Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, pour la conférence internationale pour le développement de l'Afrique qui se tiendrait à Nairobi au mois d'août. Entre le 27 et 28. L'autre sujet abordé par Issa Noubou Hassama est celui de la santé. À ce niveau, le gouvernement japonais compte renforcer le système de santé guinéen à travers surtout la formation de médecins sur l'utilisation des appareils de détection rapide de maladies épidémiologiques. Il s'agit de l'explication des activités de post-Ebola exécutées par le gouvernement du Japon. Et cette fois-ci, l'équipe japonaise qui s'occupe de l'équipement de détecteurs rapides est là pour la formation des opérateurs des équipements médicaux en Guinée. Donc depuis une semaine, l'équipe travaille avec le personnel médical guinéen pour mieux utiliser l'équipement de détection. Pendant la période d'Ebola, le Japon avait octroyé une dizaine d'équipements de dépistage rapide de virus Ebola. Grâce à cela, on peut détecter le virus pour savoir si c'est bon, s'il y a le virus ou pas en une quinzaine de minutes. Ces équipements de détection rapide des virus sont fabriqués par la compagnie Toshiba, une compagnie qui a actuellement ses techniciens ici à Conakry pour la formation du personnel de santé du pays. À terme, ces appareils permettront sans nul doute aux professionnels de santé du pays de déceler sur place la nature de toutes les maladies épidémiologiques. Dans le même registre, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu avec le PDG de la société Emaïsa de la Turquie, Mostafa Zayna, et sa suite sont venus examiner les possibilités d'investissement dans notre pays. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. Après le passage du président Recep Tayyip Erdogan, les investisseurs turcs s'intéressent à la Guinée. C'est le cas de Mustafa Seyhan, PDG de la société Emaïsat Istanbul, Turquie. En recevant ce groupe en audience,
le président de la République, professeur Alpha Condé, a de nouveau présenté ses condoléances et celles du peuple de Guinée au peuple ami de la Turquie suite aux récents attentats survenus à Ankara. Ces investisseurs turcs sont à Conakry pour étudier le marché guinéen afin de voir les possibilités d'investissement dans le domaine des transports, de la construction, du tourisme et du commerce. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a demandé à ses hôtes de faire profiter la Guinée de leur expérience dans le cadre d'un partenariat profitable à toutes les parties. Moustapha Sian et sa suite se disent confiants en l'avenir de ce partenariat naissant. Après la visite de notre président Recep Tayyip Erdogan, nous sommes venus pour étudier les investissements. Nous essayons de voir dans quel domaine nous pouvons investir. C'est un pays frère et ami, donc nous souhaitons investir dans votre pays. Nous avons de l'expérience en Turquie, donc nous souhaitons partager avec vous l'expérience que nous avons. Tout porte à croire que la présence de ces investisseurs turcs en Guinée est une preuve de l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre Ankara et Conakry. Je vous dis en titre, le ministre d'État en charge de la justice est à New York aux États-Unis. Maître Cheikh Sako est venu répondre à l'invitation de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions de violence sexuelle en période de conflit. Le garde des Sceaux a également eu une séance de travail avec le bureau d'appui à la consolidation de la paix de New York. Voici le reportage de Fatoumata Samoa. Au siège des Nations Unies à New York, le ministre d'État, ministre de la Justice, explique les avancées réalisées dans le dossier 28 septembre. Maître Cheikh Sako est longuement revenu sur le travail abattu par le Collège des magistrats. Un travail rendu possible grâce à une volonté politique sans précédent. Le gouvernement guinéen a décidé de mettre fin à l'impunité. Notre travail consiste à l'aider afin d'atteindre son objectif. L'aide que nous apportons au gouvernement guinéen se résume à l'appui logistique au panel des juges. C'est avec beaucoup de plaisir que nous assistons la Guinée à rendre justice à ses citoyens. Si cette expérience aboutit, ça sera une grande première. On its own has actually taken the leadership to deal with this issue. And we had a very good discussion on the experience and especially the accomplishment. Nous avons eu de très bonnes discussions avec Monsieur le ministre. Nous travaillons avec la Guinée depuis des années dans le secteur de la sécurité. Nous allons continuer à travailler avec le peuple, le gouvernement guinéen, dans le secteur de la justice aussi. Reforms, including in the security sector, and we discussed how further we can work with the government, but also with the people to make more progress in the justice sector. Si la volonté politique a permis d'auditionner des hauts gradés de l'armée guinéenne et de faire avancer ainsi l'enquête dans le dossier 28 septembre, cette volonté à elle seule est insuffisante pour la tenue du procès. Pour assurer la protection des juges, des victimes et des témoins, Maître Cheikh Sako souhaite l'appui financier de la communauté internationale. Procès qui a commencé depuis quelques années, qui on espère va vers son aboutissement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Volonté politique, travail des professionnels, aide de nos partenaires comme son bureau, il n'y a absolument aucune raison qu'on ne puisse pas donc aboutir à ce procès. Au nom de la réconciliation nationale en Guinée, le garde des Sceaux plaide pour une indemnisation des victimes avant l'organisation du procès. Un procès qui est en passe de se tenir 6 ans après les douloureux événements du 28 septembre 2009 en Guinée.
Restons toujours à New York pour signaler l'ouverture de la 60e session des Nations Unies sur la condition de la femme. Le ministre de la Promotion féminine et de l'enfance représente le gouvernement guinéen à ce rendez-vous. L'ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général de l'ONU. Nous vous proposons quelques allocutions recueillies par nos reporters. L'engagement du secrétaire général des Nations Unies qui a affirmé sa ferme volonté malgré l'approche de la fin de sa mission qui va être en fin 2016 à se mettre à la disposition des femmes pour continuer le combat et les résultats probants qu'il a exhibés devant nous, c'est-à-dire les années qu'il a passées à la tête de l'institution, il a pu au moins mettre les femmes dans les structures au niveau de son institution. Au moins 25% des cadres aujourd'hui sont des femmes. Nous avons vu l'importance du lien qu'il y a entre l'égalité des sexes et les 17 objectifs de l'agenda des ODD, le programme pour le développement durable. Cela va inspirer nos pays, en tout cas la Guinée, les ONG, dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Donc ce que nous apprendrons ici comme leçon, comme expérience, nous allons essayer de l'intégrer dans notre plan d'action. La Guinée est candidate pour abriter le Centre africain de développement minier. Une mission de l'Union africaine séjourne à Conakry pour examiner le dossier de candidature de notre pays et apprécier le progrès enregistré dans le secteur minier guinéen. Un reportage de Sékou Fernand Kourma. Créé en 2013, le Centre africain de développement minier vise à coordonner la stratégie de mise en œuvre de la vision minière africaine. La mission vient s'assurer que la Guinée tire le maximum de ses revenus des mines. La transparence dans l'exploitation minière est aussi une exigence de la mission, tant au niveau des entreprises que du gouvernement. Un exposé des potentialités minières et du cadre juridique est fait aux missionnaires. Nous avons les ressources naturelles, les ressources minières qui permettent au centre d'avoir le rayonnement que l'Union africaine souhaite. C'est la présence de ces ressources naturelles, leur exploitation donne une base d'expérience concrète pour la réflexion du centre dans le cadre de la réalisation effective de la vision minière africaine. En plus de cela, la Guinée a réalisé beaucoup de réformes depuis 2010 et ces réformes sont en parfaite ligne avec la vision minière africaine. À cause de cela et à cause du rôle que la Guinée a joué dans les indépendances et dans la formation même de l'organisation de l'unité africaine et que la Guinée aujourd'hui n'a aucune institution spécialisée de l'Union africaine sur son territoire, tout cela crée toutes les conditions nécessaires pour que la Guinée soit une candidate naturelle à la domiciliation du Centre africain de développement minier. Avec les réformes engagées dans le secteur minier, la mission se dit satisfaite. Cependant, elle recommande un peu plus de célérité à la Guinée. J'avais attiré l'attention de la Guinée en fait pour être un des premiers pays parce qu'il a démontré vraiment son intérêt à abriter le centre et aussi de faire un lobbying avec 15 États membres amis de la Guinée pour qu'ils puissent ratifier et comme ça le centre il commence à être opérationnel tout de suite avec les 15 instruments de ratification. Mais ça ne suffit pas seulement de ratifier, il faut aussi déposer l'instrument de ratification à la Commission de l'Union africaine. En concurrence avec le Mali, le Soudan, le Kenya, le Botswana et la Zambie, notre pays a des atouts pour abriter le centre, vu son expérience minière en Afrique. Dans l'actualité encore, le général Mathurin Bangoura prend les rênes du gouvernorat de la ville de Conakry. Il remplace ainsi Soriba Sorel Camara décédé. La nomination de cet officier à ce poste suscite un immense espoir au sein de la population de la capitale. Habib Thiam, notre reporter, revient sur le parcours de cet homme. Regardez. Depuis sa résidence privée de Bellevue, le général Mathurin Bangoura vit les premières heures de sa nomination comme gouverneur de la ville de Conakry. Face à un public en liesse, le nouveau promu promet la rigueur dans le travail. Je viens emboîter les pas de mon professeur, le feu Soriba Camara, qui a fait un gigantesque travail dans la capitale de Conakry. Mais il reste beaucoup à faire. Vous le savez, dans la sous-région aujourd'hui, nous sommes menacés. L'insécurité qui plane aujourd'hui dans la sous-région est une préoccupation pour les autorités
du pays. Moi, en tant que première autorité de la capitale de Conakry, vous comprendrez avec moi que l'objectif que je dois avoir, le premier objectif que je dois avoir, c'est bien la sécurité de la population de Conakry. Et ensuite, bien la salubrité. La cité sans fil de Kaloum est un des actes posés par l'ancien ministre des Postes et Télécommunications sur la transition. Général Mathurin Bangoura doit apporter un vent de renouveau à la capitale guinéenne. L'assainissement et l'aménagement de la ville en sont les principaux défis. C'est un grand travail quand même. Il va nettoyer la ville de Conakry proprement. Tout le monde sera content pour ça. Je connais la qualité de Mathurin, mais je ne peux pas l'apprécier pour le moment. Je veux voir d'abord à l'acte. Son passage au ministère des Transports a permis à la Guinée de se doter d'un train de transport urbain. L'actuel président du club industriel de Kamsar est un diplômé de la 19e promotion du centre universitaire de Foulaya. Il est âgé de 56 ans et père de 4 enfants. Dans l'actualité encore, les agents de la sécurité routière sont en formation à Conakry. Plusieurs thèmes sont en débat, notamment l'éthique, la déontologie et les missions des agents de police. La démarche vise à améliorer la prestation de la police routière. Christophe Conté, Younoussa Tawel Kamara, reportage. C'est le lancement d'une série de formations des agents de la sécurité routière. Elle s'articule autour de plusieurs thèmes dont l'éthique, la déontologie et les différentes missions des agents de la police. Initiée par la Direction centrale de la sécurité routière, cette formation vise à renforcer les capacités d'intervention de la police dans la rue de Conakry. C'est un premier groupe. À partir du 26, il y aura un deuxième groupe. Successivement, les séries de formation doivent continuer. Ceux qui sont rentrés à partir du 26, auront affaire à une formation pratique dans les auto-écoles IB et auto-écoles AMSI. Pour les responsables en charge de ce département, cette formation permettra d'améliorer la qualité du service. Les bénéficiaires sont invités à faire preuve de discipline. Je recherche le professionnalisme, je recherche l'équité, je recherche la vérité et le droit. Parce que imaginez que toi, qu'on t'habille en tenue de police, on te lance dans la rue pour essayer d'organiser la circulation. Tu n'as aucune formation, mais c'est la pagaille que tu vas venir s'aimer. Donc tous les policiers qui savent lire et écrire viendront pour la formation. Et ceux qui ne savent pas lire, parce qu'ils sont déjà recrutés, on va les envoyer comme agents d'exécution dans les commissariats, mais ils ne viendront pas dans la rue. Pour nous, ce texte-là est d'une portée immense, car ça consolide les relations entre les parquets et la direction générale de la police jusqu'au niveau des agents. Car, comme on l'a dit souvent, est fort dans un pays celui qui peut interpeller, détenir, sans se référer à personne. C'est la police, c'est la justice. La direction de la police routière entend donner un nouveau souffle à la sécurité routière. Elle sollicite la collaboration des usagers pour limiter les risques d'accidents de la circulation. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation poursuit sa tournée de prise de contact avec les inspecteurs généraux et directeurs préfectoraux de l'éducation. Il était hier à la baie où il a évoqué le redéploiement du personnel et les préparatifs des examens nationaux. Moussa Komara est sur place à la baie. Reportage. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire est venu s'assurer de l'effectivité du redéploiement du personnel enseignant et des difficultés qui s'imposent aux populations. Nous sommes à l'école primaire multigrade de Kourou 1 dans la sous-préfecture de Ditine, préfecture de Dalaba. Dans cette école, le taux de recrutement est en élévation cette année, ce grâce aux réformes des autorités en charge. L'insuffisance des tableaux bancs et d'infrastructures reste des défis à relever. Vous voyez que les élèves sont assis 3 à 4 par table banc. C'est un problème pour un enfant à qui on doit apprendre à bien s'asseoir, bien se positionner pour bien écrire. S'il est souvent bousculé, mal assis, bon, le rendement sera peu par rapport à ce qu'on aurait escompté. De l'école primaire multigrade Kourou 1 au collège et lycée d'Itine, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a touché du doigt les réalités. Au constat, le système éducatif est en forte progression,
dans l'arrière-pays. L'important déjà, fondamentalement, c'est de voir que l'école fonctionne, elle fonctionne bien. Il y a les cours, il y a l'enseignement qui est fait, il y a le corps enseignant qui est là, même si par endroit, comme je le disais tantôt, on est obligé de faire la classe multigrade. Et fondamentalement, aujourd'hui, on peut se réjouir plutôt de ce qui est en train de se faire. Ça veut dire quoi? Que notre école est installée, notre école existe, elle fonctionne. Il y a naturellement des problèmes, on n'est pas à 100%, c'est pas à 100% rose, non, il faut le dire, il faut être honnête et le reconnaître. Il y a des difficultés que nous rencontrons, il y a parfois des problèmes de table-banc, et parfois les élèves sont assis par endroits, 2-3 par table-banc. Il y a parfois un manque d'enseignants pour ce qui nous amène à faire la multigrade. Mais je pense que les choses sont en train de se résoudre petit à petit avec le déploiement qui est en train de se faire. Après s'être rendu dans ces écoles, Ibrahima Kourouma s'est entretenu avec les inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux de l'éducation de Mamou et Labé. En ligne de mire, la situation du redéploiement du personnel enseignant, l'état d'avancement des programmes et l'évolution des travaux de réalisation des infrastructures scolaires en cours. La prochaine étape de ce marathon, la région de Jéricoli. Pour la première fois, une intervention chirurgicale de protège de hanche est réalisée en Guinée. Je vous disais en titre, elle concerne les patients drépanocytaires ayant un handicap physique. C'est dans le cadre du projet Redonner le sourire aux jeunes drépanocytaires. Un projet initié par l'ONG Guinée Solidarité. Adia Toubari a suivi cette première opération à la clinique Ambroise Paré. Images et commentaires. Lansana Bangoura, 20 ans, est admis tôt ce matin à la clinique Ambroise Paris. Ce jeune étudiant en télécommunication est drépanocytaire. Sa maladie a connu une évolution compliquée. Les spécialistes parlent de nécrose de la tête fémorale. Lansana Bangoura doit subir une intervention chirurgicale. J'ai peur, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je me concentre. J'espère remarcher normalement. Lansana sera le premier patient guinéen à faire une telle intervention en Guinée. Un moment pour la médecine dans le pays. Lansana bénéficie de tous les soins avant l'intervention. Une préparation psychologique est faite pour le rassurer. Quelques heures avant la phase tant attendue, la rentrée au bloc opératoire. Là-bas, la première étape est l'anesthésie. Il est pratiqué à près de 98% de l'anesthésie loco-régionale, à savoir la rachianesthésie. Mais comme on évolue sur un terrain de drépanocytose, où la lutte contre la douleur est un élément important en père et en post-opératoire, nous associons à cela une analgésie péridurale. L'intervention chirurgicale consiste à placer des protèges de hanches aux patients. Pour cette première intervention, 2 chirurgiens orthopédistes étrangers assistent les médecins guinéens. Notre caméra ne sera pas autorisée dans la salle. Dans le couloir, le père de Lansana Bangoura attend impatiemment. Après 3 heures d'attente, l'opération se termine. Pour ces patients, le challenge, c'est de leur restituer une hanche qui est indolore et qui est mobile. Il s'agit en fait de mettre une prothèse articulaire et en l'occurrence une prothèse totale de hanche. C'est une intervention qui est lourde pour des patients qui sont également fragiles. Mais je pense que pour cette première-là, on a pu vraiment arriver à ce qu'on voulait faire. Cette prise en charge chirurgicale de protège de hanche est réalisée par l'ONG Guinée Solidarité. La stratégie vise à développer des compétences médicales locales dans le domaine. De quoi rompre avec les évacuations sanitaires récurrentes dans le pays. Une telle opération au Sénégal ne coûterait pas moins de 4 500 000 francs CFA. Au Maroc, c'est au-delà de 6 000 euros. Moi, je pense qu'il faut inverser la tendance. Nous avons des compétences, il faut valoriser ces compétences, il faut faire en sorte que nous puissions réaliser effectivement des prises en charge sanitaires en Guinée. Durant cette semaine, ils seront 5 malades souffrant de nécrose des têtes fémorales à subir l'intervention de protège de hanche. Leur traitement sera accompagné par des séances de rééducation. La médecine guinéenne marque des points. Adia Toubari, merci pour ce reportage. À ce jour, 48 patients drépanocytaires souffrant de nécrose des têtes sont enregistrés en Guinée. Parmi les malades programmés cette semaine pour l'intervention chirurgicale de protège de hanche figure Oumou Massaré. Malheureusement, elle a rendu l'âme avant l'intervention.
Il faut arrêter les antibiotiques au menu. C'est le thème de la Journée internationale de défense du droit des consommateurs. Célébrée ce 15 mars, le choix de ce thème vise à sensibiliser les producteurs sur les méfaits de l'usage des antibiotiques dans l'alimentation. Les précisions dans ce reportage de Fatima Touyalo. L'excès de bactéricides dans l'agriculture joue un rôle majeur dans la résistance aux antibiotiques. Selon l'OMS, si des mesures urgentes ne sont pas prises, le monde se dirige vers une ère post-antibiotique. D'importants médicaments cesseront d'être utilisés. Ce 15 mars, l'humanité célèbre la Journée internationale du droit des consommateurs. L'occasion sera mise à profit pour recommander l'utilisation judicieuse des antibiotiques dans l'alimentation. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, les gens utilisent énormément d'antibiotiques et cela a une conséquence surtout sur la santé des consommateurs. Parce que qu'est-ce qu'il va savoir? Il y aura une surutilisation des antibiotiques dans les aliments. C'est pourquoi l'humanité sensibilise aujourd'hui les chaînes de restaurants à travers le monde, les grands restaurants, pour que le monde se mobilise contre cela. Et il y a des tendances, si rien n'est fait d'ici 2030, c'est-à-dire 2030, il y aura assez de menaces. Et aujourd'hui, cette résistance aux antibiotiques constitue la première menace de la santé publique à cause des super batteries qui se retrouvent ici dans les aliments et cela détruit la vie des consommateurs. L'Union pour la défense des consommateurs de Guinée entend toujours veiller au grain pour garantir le droit du consommateur. L'Union est en train de faire d'abord une défense collective qui consiste à faire des lobbying et à faire des plaidoiries. Si vous remarquez, à travers plusieurs émissions, que ce soit en Guinée, que ce soit dans d'autres médias internationaux, on a attiré l'attention des autorités publiques sur la situation des consommateurs, surtout dans le cadre de la protection des aliments et aussi dans le cadre des prix discriminatoires. En Guinée, la Journée internationale du droit des consommateurs sera l'occasion pour faire des plaidoyers auprès des élus du peuple afin de voter des lois pouvant défendre les consommateurs. Et puis en plus bref, la CENI informe l'opinion publique qu'au cours de sa plénière de ce mardi 15 mars 2016, elle a reçu la démission du commissaire Elhadj Ibrahima Khalil Keita, vice-président du bureau exécutif. Dans sa communication faite par lettre adressée au président de la CENI, M. Ibrahima Khalil Keita a déclaré que les raisons de sa démission sont d'ordre personnel et sont dues essentiellement à son choix du moment de se voir investir dans d'autres domaines de la vie nationale et privée. Par ce motif, le commissaire Elhadj Ibrahima Khalil Keita a rendu un grand remerciement pour le bénéfice qu'il a tiré de la bonne collaboration et du dévouement des commissaires, des démembrements et de tout le personnel de la CENI depuis 2008, année de sa première désignation par le parti RPG Arc-en-Ciel. En retour, la CENI lui a adressé toute sa reconnaissance et sa gratitude pour sa loyauté, son attachement au travail bien fait, aux valeurs de collégialité et de fraternité qui conduisent les progrès accomplis jusqu'à ce jour par l'institution. Elle en prend ainsi acte de la dite démission faite à Conakry le 15 mars 2016, signée la CENI. Direction Sangaréa. Dans la préfecture de Pita, Sangaréa est située à 150 km du chef-lieu de la préfecture. Les particularités de cette localité sont l'agriculture, l'élevage et les produits de cueillette. Zoom sur cette zone riche en ressources avec Alassane Yogobari, un des fils du terroir. Images et commentaires. Autrefois appelée Sorili, la sous-préfecture de Sangaréa est l'une des CRD de la préfecture de Pita. En plus de ses multiples produits agricoles et de cueillette, la localité a pour force de réussir la cohabitation entre les principales communautés qui la composent. C'est Sangaréa qu'on appelait Sorili. Son nom a changé depuis 1958. Il y a ici des Peuls, des Soussous et des Malinqués. Tout le monde s'entend. Samedi, jour de marché hebdomadaire, les négociants viennent de partout pour s'approvisionner de denrées de toutes sortes, de qualité bio à prix abordable. Des produits qui font de ce bas-fond nourricier le grenier de Pita. Sangaréa est le premier dans l'élevage de Pita. On peut cultiver partout. Le sol est riche.
à cause du bétail. Parce qu'il y a l'interdépendance entre les éleveurs et les agriculteurs. Entouré de 3 fleuves, le Kokulo, la Kakrima et le Konkouré, les 2 premiers sont traversés par des bacs et le Konkouré grâce à ce pont réalisé par l'État guinéen, ce qui désenclave la zone définitivement du côté de Kindia. Nous cultivons. En ce mois de mars, c'est la période du défrichement. Chez nous, on vit d'agriculture et d'élevage principalement. Nos difficultés portent sur l'enclavement. Zone agricole par excellence, Sangaréa, qui se situe à la frontière entre le Fouta et la région côtière, est aussi une terre d'islam où la solidarité constitue le ciment de toutes les relations sociales. L'autre image de l'actualité nationale, le haut commandement de la gendarmerie nationale vole au secours des élèves de la préfecture de Koya. Ils viennent de financer la rénovation d'une école primaire en dégradation très poussée. La remise officielle de cette infrastructure a donné lieu à une cérémonie. Aïssatou Omo-Diallo était de la partie. Depuis sa construction en 2010, l'école Fassian 2 de Mania à Koya n'a pas connu de rénovation. Grâce à l'appui du haut commandement de la gendarmerie nationale, cet établissement fait peau neuve. Il me soit permis de vous remercier du fond du cœur, au nom des parents d'élèves, des enseignants, élèves et responsables du système éducatif à Koya, et vous dire que ce geste nous va droit au cœur. Par ce geste, vous démontrez qu'il y a plusieurs manières et plusieurs fronts pour défendre la patrie et ses intérêts. Nul n'ignore que l'éducation est le baromètre du développement d'un pays. Après la rénovation de l'établissement, un nouveau défi s'impose, celui de l'entretien des locaux. La direction seule ne peut pas entretenir cette école. Donc les parents d'élèves n'ont qu'à donner des conseils aux enfants de ne pas salir, de ne pas casser les bancs. Et que c'est les toilettes, d'entretenir les toilettes, et aussi la pompe qui est là doit servir tout le monde, non seulement la direction de l'école, mais aussi toute la population. Construit par la coopération chinoise, cet établissement est désormais baptisé École primaire générale Ibrahima Baldé. À ce jour, ce temple de savoir compte 637 élèves, dont 267 filles. 20 enseignants, dont 19 femmes, s'activent ici à donner le savoir aux élèves de la localité. C'est un exemple à suivre. Et puis, la coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée, COBAG, annonce que son assemblée générale ordinaire, prévue le samedi 19 mars 2016 au Palais du Peuple à Conakry, est reportée à une date ultérieure suite au décès de Mme Kaba Rougui-Bari, ministre conseillère à la présidence de la République. La COBAG a pris pour le repos de l'âme de l'illustre disparu le président de la COBAG, M. Malik Sankan. Mois de mars, mois de la femme, les actions se multiplient pour soutenir la couche féminine. Le groupe Citadel a organisé une cérémonie à cet effet. Mamadou Saliou via le reportage. Des chants, des danses, mais aussi des sketchs pour célébrer le mois de la femme. Le groupe scolaire La Citadelle magnifie la bravoure des mères d'élèves. Cette année, l'établissement a choisi Salematou Diallo comme femme de l'année. Une manière de reconnaître le rôle d'une mère dans la réussite scolaire. C'est une joie vraiment, je suis vraiment réconforté par leurs gestes. Nous souhaitons que cela aille de l'avant et que ça continue pour l'éternité. Nous avons prévu de prendre certains de nos parents d'élèves pour leur remettre un trophée en disant merci à toi maman, merci à toi femme de la famille et femme distinguée, exemplaire au milieu de la communauté et tout ce que vous avez fait pour nous. Célébrer le mois de la femme à l'école est l'occasion pour les encadreurs de cet établissement scolaire d'inciter les jeunes filles à la persévérance. L'occasion est mise à profit pour expliquer les méfaits de l'abandon scolaire chez la jeune fille.
Parents d'élèves, autorités éducatives des 5 communes de Conakry ont pris part à l'événement. Cette fête représente une joie, une satisfaction morale pour moi. Car quand on honore la femme, on a honoré la société tout entière. Avec 13 ans d'expérience dans l'éducation, aujourd'hui, la citadelle se démarque par ses taux élevés de réussite lors de différents examens nationaux. Nous revenons sur ce décret du chef de l'État, décret D 2016-057 PRGSGG, portant nomination d'un préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Ibrahima Khalil Keïta, précédemment vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est nommé préfet de Siguiri en remplacement de M. Cheikh Diallo, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 mars 2016, a signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.